Bonjour, voici l'intervention que j'ai donnée au cours de la matinale sur le solaire thermique qui était organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de l'Hérault. Alors le sujet c'était donc sur les nouvelles opportunités privées et publiques de la chaleur solaire où il y a eu de nombreux intervenants. En introduction, je vais résumer les applications solaires, ensuite parler des points forts du système, vous présenter le fonctionnement et vous présenter quelques rénovations pérennes qui sont réalisées en solaire thermique. Sur le podium, on a toujours le chauffe-eau solaire individuel, dit le CESI, qui permet d'avoir à peu près 70% d'autonomie pour notre région sur le budget eau chaude. Pour souvenir, en fait, 4 mètres carrés de capteurs solaires permettent d'économiser en moyenne 1 tonne de gaz carbonique par an. Ensuite, vous avez le système solaire combiné. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est l'eau chaude et le chauffage qui sont réalisés grâce au solaire thermique. Là, vous voyez, en fait, il faut bien relever les capteurs solaires pour l'hiver et avoir une maison bien isolée. Et vous allez avoir donc 30 à 50% d'autonomie sur l'année. Ensuite, vous avez aussi le chauffage des piscines collectives. Alors, il ne faut pas oublier que vous avez 3 types de capteurs solaires. Vous avez les capteurs plans qui permettent en fait de faire de la température moyenne, donc pour faire surtout de l'eau chaude sanitaire. Vous avez ensuite des capteurs sous vide, des capteurs qui permettent d'avoir de la haute température, surtout vers l'industrie. Et vous avez des capteurs non vitrés, par exemple, donc pour faire de la très basse température, qui est idéale pour les piscines collectives. Là, vous avez une piscine qui a été réalisée au moins il y a 15 à 20 ans, à Balaruc, à la résidence Arcadius. Et vous avez une piscine de 220 mètres carrés avec 100 mètres carrés de capteurs solaires non vitrés. Et ce qui permet en fait d'avoir à partir du mois de mai, juin, juillet, août, septembre, de l'eau qui est entre 23 degrés et 25 degrés, par temps ensoleillé bien sûr. Donc vraiment c'est super parce que là il y a vraiment une économie en budget. Et vous avez aussi une autre application, l'appoint sur les réseaux de chaleur. Alors vous avez un cas qui est pas loin d'ici, à Narbonne. Vous avez le réseau de chaleur qui est donc alimenté aussi à l'aide de capteurs solaires plans pour obtenir de l'eau chaude sanitaire. Il faut savoir que d'ailleurs dès qu'on arrive vers l'été, vous avez enfin l'énergie fossile qui est arrêtée, parce que là il y aura un très mauvais rendement, et finalement c'est l'eau chaude solaire, c'est les capteurs solaires donc qui permettent de donner la majorité de l'énergie à 90%. Alors, on va parler de la chaleur solaire collective, c'est pourquoi l'on est là aujourd'hui, qui peut vraiment donner la chaleur aussi bien pour les collectifs en résidentiel, que ce soit des centres médicaux, des hôtels, des restaurants, des campings. Et ça va nous permettre aujourd'hui d'avoir la chaleur solaire. Alors enfin, il faudrait oublier les vieilles représentations du solaire thermique collectif, car depuis 5 à 6 ans, avec Enerplan, Sokol, on est reparti vraiment sur des nouvelles bases. Donc ce qui permet justement de pouvoir faire le projet, l'installation, la mise en service, l'exploitation. Aujourd'hui, vraiment, vous avez tous les outils nécessaires et les bonnes pratiques pour réaliser une belle installation solaire. C'est pour ça d'ailleurs que l'ADEME, à nouveau, avec le fonds chaleur, peut justement aider ce type d'installation. À présent, nous allons voir les principaux points forts de la chaleur solaire. Pour faire de la chaleur, il vaut mieux utiliser un capteur solaire thermique car en fait, il est 2 à 3 fois plus productif au mètre carré qu'un mètre carré de photovoltaïque. Donc 2 à 3 fois moins de surface. Il peut de plus produire jusqu'à 600 kWh donc de production par an et par mètre carré. Pour vous donner une petite idée, c'est quasiment la production de chaleur nécessaire pour une personne économe pour produire son eau chaude sur une année. De plus, le transfert de chaleur est plus intéressant de fluide à fluide plutôt qu'une résistance vers l'eau. Un autre point fort de la chaleur solaire, toute installation solaire en fait est vendue, si on peut dire, avec sa batterie.
C'est-à-dire qu'en fait, vous avez toujours un stockage qui est associé à une installation solaire thermique. Alors, d'ailleurs, quel est le volume de stockage que l'on va donner en prédimensionnement? Eh bien, il correspond à la consommation journalière du site en eau chaude. Alors, dans notre exemple, vous voyez, en fait, un ballon de 500 litres qui va monter à 70, même à 80 degrés, va permettre de donner, comme un ballon de baudruche, en fait, qui va augmenter, qui va donner en fait 700 litres à 50 degrés. Nous allons passer maintenant au fonctionnement d'un système solaire sur une installation simple qui peut être en collectif. Alors l'acronyme c'est le CESC 1, c'est-à-dire chauffe-eau solaire collectif 1. Comment ça fonctionne? Bien, on fonctionne sur une différence de température. Là vous voyez sur le schéma, vous avez une sonde S1 qui est en haut du capteur, une sonde S2 qui est en bas du stockage. Alors dès qu'il y a une différence de température en général de 8 degrés, il y a fonctionnement du circulateur R1 qui va faire circuler les calories pour le stocker dans le stockage. À quel moment ça va s'arrêter? Est-ce que on va attendre qu'il y ait égalité? Non, parce que sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir renvoi des calories vers le capteur solaire. Donc, il va y avoir un différentiel d'arrêt qui, dans notre cas, va être de 4 degrés. Et à ce moment-là, le circulateur va s'arrêter. Alors, on parle d'analyse fonctionnelle. D'ailleurs, ça devrait être ajouté dans toutes les chaufferies à côté du schéma. En fait, dans le cas où le ballon arrive à 70 degrés ou 80 degrés, vous allez avoir une consigne de sécurité pour stopper l'installation. Et quand vous allez arriver sur les batteries de capteurs à plus de 110 ou 120 degrés, il va y avoir aussi une consigne d'arrêt. Alors, il faut savoir que ça arrive plus souvent sur l'individuel. Par contre, si c'est correctement dimensionné, ça n'arrive jamais sur une installation collective. Alors, on va passer maintenant au système solaire collectif sur un autre schéma. Voici un schéma en collectif avec un échangeur externe et un ballon dans lequel vous avez l'appoint qui est intégré. Alors, comment ça fonctionne? Là, vous avez toujours la sonde qui est sur le haut des batteries. Vous avez une sonde en bas du stockage. Dès qu'il y a une différence de température, vous allez avoir à ce moment-là R1 qui va se mettre en fonctionnement. Pourquoi d'abord celui-là et pas le deuxième? Parce qu'en fait, il va homogénéiser, parce que vous avez plusieurs batteries de capteurs solaires. Donc ça va homogénéiser la température qui va circuler et arriver au niveau de l'échangeur à plaques. Dès qu'au niveau de S3, la température est stabilisée, dès qu'il y a une différence de température entre S3 et S2, à ce moment-là, le deuxième circulateur, R2, va se mettre en route et véhiculer les calories vers le ballon de stockage. En complément, vous avez donc l'appoint dans ce ballon. Et ensuite, là, on devrait être certainement sur un hôtel, par exemple, ou une résidence, un hôtel ou alors un hôpital. Vous avez une boucle d'eau chaude qui permet donc d'amener l'eau chaude directement, rapidement au point de puisage. Alors dans notre schéma, vous voyez qu'on prend toujours la boucle sur la partie énergie fossile, mais d'une manière judicieuse, vous pouvez aussi à l'aide de vannes 3 voies directionnelles aller chercher de l'eau sanitaire qui est réchauffée par le solaire. Donc encore une fois, là vous avez une analyse fonctionnelle qui va permettre d'avoir une installation solaire thermique correctement dimensionnée et qui marche d'une manière implacable. À présent, je voudrais faire un zoom sur la technologie du solaire auto-vidangeable. Alors comment ça marche? À l'arrêt, en fait, vous avez tout le fluide qui est redescendu dans un réservoir. Et lorsqu'il y a une différence de température donc entre le haut du capteur et le bas du stockage, vous allez avoir à ce moment-là alors plutôt une pompe, parce qu'à ce moment-là, il faut vaincre la hauteur statique entre cette pompe et le capteur solaire. À ce moment-là, il va y avoir remplissage à l'aide de la pompe du capteur solaire, et ensuite par gravité, le fluide va redescendre vers l'échangeur ou en collectif vers l'échangeur à plaques. Alors quel est l'avantage de ce système? Alors vous voyez que vous n'avez plus de pression, donc il n'y a plus de microfuite,
S'il n'y a plus de pression, vous n'avez plus besoin de vase d'expansion. Donc vraiment, vous avez très peu de maintenance. Il faut savoir que même en Allemagne, hein, vous avez pas loin de 20% des installations solaires thermiques qui sont réalisées en auto-vidangeable. Maintenant, je voudrais vous parler du paradoxe du solaire. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, d'une manière intuitive, on pourrait dire, plus on veut que l'installation produise, plus on va mettre de capteurs solaires. En fait, non, ça marche pas comme ça. En fait, vous auriez par exemple un ballon de 2000 litres. Si vous mettez 50 mètres carrés de capteurs solaires, à 10 heures du matin, votre ballon va être chaud à 70-80 degrés. Les derniers mètres carrés de capteurs solaires ne vont pas produire, donc ils vont être très chers. En fait, si on fait un dimensionnement correct, pour avoir au moins 500 kWh par an et par mètre carré, pour un 2000 litres, il vous faut, là, le dimensionnement va se faire plutôt sur 30 mètres carrés de capteurs solaires. Et là, vous aurez la clé du bon dimensionnement qui sera fait par le bureau d'études. Alors, deuxième clé que je vais vous donner, en fait, pour bien proportionner un ballon de stockage avec le nombre de mètres carrés, il faut avoir un ratio entre le litrage et les mètres carrés de capteurs solaires. Par exemple ici, il faut rester toujours entre 50 litres de stockage pour 50 litres à 70 litres de stockage pour 1 mètre carré de capteur solaire. Donc dans notre cas, là, si on a 2000 litres, vous voyez qu'on divise par 30 mètres carrés de capteur solaire, on arrive à un ratio de 66 litres pour 1 mètre carré de capteur. Donc ça va correspondre à ce que l'on veut. Et dans la réalité, on sera entre 40 à 60% d'autonomie sur l'année en couverture. Et si on regarde bien et si on suit l'installation en collectif, là on sera sur une installation qui ne sera jamais en surchauffe, qui va produire toute la journée et toute l'année. Il y a un autre point fort que l'on ne met pas assez en valeur d'ailleurs sur la chaleur solaire. En fait, sur une installation là, qui a même 25 ans, vous trouverez toujours des appareils génériques. Par exemple, le vase d'expansion, vous pourrez toujours le changer. Que ce soit le circulateur ou la pompe, vous pourrez toujours la changer. La régulation, vous pourrez en trouver une autre, même plus performante. En fait, c'est complètement différent, par exemple, des systèmes de climatisation où parfois au bout de 15 ans ou 10 ans, vous avez le fluide qui est obsolète et vous êtes obligé de tout changer, aussi bien le compresseur. Ensuite, vous avez bien sûr, sur ces installations de chaleur solaire, une très faible consommation électrique. Vous avez quasiment qu'un circulateur à basse consommation. Et ensuite, les capteurs solaires sont recyclables, puisqu'en fait, vous avez de l'acier, du cuivre et de l'aluminium. À présent, je vais vous présenter des rénovations d'installations solaires pérennes. Alors voici deux bâtiments qui ont été rénovés il y a presque 10 ans, en fait en 2015. Il y avait quelques malfaçons, il y a eu expertise, assurance et une volonté des copropriétaires pour remettre en état le système. Donc là on a deux bâtiments avec chacun 40 mètres de capteurs solaires inclinés à 45 degrés et qui vont alimenter chacun 18 appartements en eau chaude sanitaire. Nous avons ici donc une installation en CESCI. Alors à nouveau un acronyme, hein. Cela veut dire chauffe-eau solaire collectif individualisé. Alors on est dans le schéma où vous avez le fluide qui est distribué en parapluie. Donc dans chaque logement, vous avez un ballon, là dans notre cas électro-solaire, qui permet donc de récupérer les calories, et l'appoint est fait par une résistance électrique. Alors d'ailleurs dans ce cas, en préétude, pour ne pas faire d'erreur, hein, si on veut calculer donc le nombre de mètres carrés de capteurs solaires par rapport au volume utile. Alors dans notre cas, vous avez des ballons de 300 litres électrosolaires, mais le volume utile c'est la moitié. Donc dans ce cas-là, si on a par exemple 5400 litres, tous les cumulus au total, en fait vous devez en prendre en compte la moitié, c'est-à-dire 2700 litres. Et là, pour faire le ratio par rapport au nombre de mètres carrés, de 40 mètres carrés par exemple, on est sur 67 litres de stockage pour 1 mètre carré de capteur solaire. Donc vous voyez, on est bien entre 50 et 70 litres de stockage. Donc déjà c'est bien dimensionné. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, en fait, on est entre 40 et 60% d'autonomie annuelle en couverture, et l'installation en fait
produit tout le temps, elle ne s'arrête pas. C'est vraiment une des clés du bon fonctionnement de l'installation. Alors, et ensuite, là on va voir dans la diapo suivante que dès le début on a voulu vraiment faire un suivi en temps réel des installations, ce qui n'était pas déjà très courant il y a plus de 10 ans. Et donc là on a voulu faire un suivi pour avoir en temps réel le suivi de l'installation et son fonctionnement. Pratiquement, alors comment est installé ce suivi à distance sur le terrain? En fait, vous avez un modem qui est en 4G avec une carte SIM qu'on appelle machine to machine auprès d'un opérateur, qui est relié à une passerelle, et cette passerelle est reliée au régulateur qui est sur le site. Et là vous avez en fait le diagramme qui représente vraiment toutes les données du régulateur en temps réel. Alors dès le début, vous voyez en pointe ici, vous avez en escalier, vous avez les calories donc journellement qui sont enregistrées. Vous avez en vert la marche du circulateur, et vous avez les autres données, température aller et retour du fluide, et vous avez aussi le débit qui est enregistré. Donc du coup, vous avez à tout moment vraiment le fonctionnement réel, et il y a des alarmes par exemple si le capteur solaire par exemple monte à 100 degrés ou s'il n'y a plus de kilowattheures qui sont enregistrés. Alors ensuite, il faut savoir que sur une année, en fait, comme on est en CESCI, on peut arrêter au moins 6 mois dans l'année sa résistance électrique. Alors, vous savez bien, les usagers, ils font très attention à ça, ce qui fait que réellement, en plus, ils autocontrôlent leur système. Alors, combien coûte en fait chaque année une maintenance? Alors, on est à peu près autour de 700 € par an en P2. C'est-à-dire que s'il y a un acte de réparation ou quoi, il va y avoir un devis. Donc si on est sur 500 kWh par an de gagné par mètre carré, là on est sur 20 000 kWh par an. Alors au prix du kilowattheure électrique, on doit économiser finalement, puisque le prix du kilowattheure là il est entre 20 et 25 centimes du kilowattheure, on doit économiser au moins 4 000 € par an. Donc vous voyez, c'est une opération qui est tout bénéfice pour la copropriété. Alors voici un exemple de la puissance du suivi à distance. Vous voyez que sur ce diagramme, tout au début, vous avez donc en escalier, en noir, vous avez la production de chaleur. Tout d'un coup, là, elle va s'arrêter parce que c'est calme plat. Alors à ce moment-là, là, il va y avoir une alarme d'ailleurs qui va même se mettre en route parce qu'en fait, au capteur en température de départ, vous allez monter à plus de 100 degrés. Là, il y a une anomalie. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez un circulateur qui tourne sur lui-même, mais ça ne véhicule plus en fait les calories, et même après, il va s'arrêter. Donc là, en peu de temps, suite à l'alarme, il va y avoir intervention du technicien, et certainement sur place. Alors, il y a pu avoir un problème peut-être sur le circulateur, condensateur, remise en route avec justement un problème de vaporisation, et en quelques jours, à nouveau, vous voyez de nouveau l'escalier qui reprend, ça veut dire la production de chaleur, le débit, la température qui n'est plus du tout bien sûr à 100 degrés, qui a en moyenne là, qui correspond bien à la température moyenne sur les capteurs solaires, et vous voyez il n'y a aucune surchauffe. Vous voyez, c'est vraiment hyper rassurant pour l'exploitant, et ce système permet justement, si on comparait à d'autres systèmes qui ne sont pas suivis, au moins 10 à 15% de production supplémentaire par rapport à une installation qui n'en est pas pourvue. Alors voici un autre exemple de rénovation d'un bâtiment donc résidentiel qui est effectué vers 2016, donc il y a plus de 9 ans, dans le quartier Malbosc. Il est composé de 38 logements, aussi avec un système CESCI, chauffe-eau solaire collectif individualisé. Et il y avait beaucoup de problèmes là sur cette installation, donc on a fait appel au bureau d'études Isuba, auquel on s'est associé d'ailleurs pour l'audit. Et en fait, ensuite, on a pu faire les réparations d'étanchéité, changer le vase d'expansion, régler la régulation et remettre des organes de sécurité, et aussi, on verra plus loin, mettre aussi un suivi là à minima pour l'installation. Alors ce système fonctionne comment, ce CESCI? Alors là vous avez une sonde d'ensoleillement qui met en route pour homogénéiser
le fluide qui met en route la pompe. Vous avez là, vous voyez tout au fond là une petite vanne 3 voies jaune qui va s'ouvrir dès qu'il y a une différence de température suffisante pour envoyer vers les différents ballons qui sont dans chaque logement. Alors vous avez sur ce site à peu près, donc on avait dit 38 logements. Il faut savoir qu'il y a pas loin donc finalement de 10 600 litres disponibles. Alors attention, encore une fois, pas se tromper au niveau de la préétude du dimensionnement. Ce sont des ballons électrosolaires, donc il faut prendre en compte uniquement le volume utile solaire, c'est-à-dire la moitié. Donc là on est sur 5300 litres, on a 66 mètres carrés de capteurs solaires. Donc si on calcule 5300 divisé par 66, on a un ratio qui est pas loin de 80 litres par mètre carré de capteurs solaires, donc on est un peu au-dessus de 70, donc la productivité va augmenter, par contre la couverture va un petit peu baisser. Mais si on tient compte que même à 500 kWh par an de récupérer par mètre carré, au prix du kilowattheure électrique, donc on doit être à peu près à 6600 € de récupérer par an, donc pour la copropriété, ce qui est vraiment intéressant, avec toujours un prix autour de 700 € pour l'entretien et la maintenance en P2. Donc c'est parfait, ils sont vraiment gagnants. Bravo. Sur cette installation, quel était le choix du suivi à distance? Bien, là, on a pris le suivi qu'on peut appeler à minima, c'est-à-dire au moins avoir une température et peut-être d'autres données. Dans ce cas-là, donc on a utilisé le réseau LoRa qui est à bas débit, qui permet d'utiliser justement un appareil qui fonctionne vraiment avec une petite antenne, et là qui était sur le secteur. Donc là, on a récupéré on récupère la température sur l'allée. Et en même temps, on a la pression du système, donc ce qui permet à tout moment, s'il y a alerte baisse de pression ou baisse de température anormale, on peut intervenir rapidement. Donc comme vous le voyez, depuis 9 ans en fait, il n'y a quasiment pas eu d'arrêt. Il y a eu certainement quelques opérations sur le circulateur, mais sinon on est vraiment très content au niveau de la copropriété, qui encore une fois eux-mêmes contrôlent leur installation, puisque 6 mois dans l'année ils arrêtent leur appoint électrique et peuvent bien en plus contrôler qu'il y a bien le système solaire qui leur fournit la chaleur sur leur robinet. Alors voici l'exemple dans le tourisme d'un camping Borgard à Marseillan. Alors ça fait à peine 2 ans là qu'on a récupéré ce camping suite à un audit fait par Izuba. Alors en fait ce camping auparavant avait très peu d'emplacement. Donc là vous avez 2 ballons de 500 litres. C'est justement un exemple intéressant. Là en fait vous souvenez-vous, il faut que les ballons de stockage correspondent à la consommation journalière en eau chaude sanitaire. Donc là certainement qu'il y avait à peu près 1000 litres de consommation journalière, mais là on s'est aperçu qu'on consomme beaucoup plus. Alors on a installé un comptage avec un appareil Sensus qui fait le comptage des mètres cubes, qui fait le comptage du delta T et des kilowattheures. Et donc là sur les 2 dernières années, on s'est aperçu qu'il y a vraiment plutôt 2 à 3000 litres en mois d'août, 2 à 3000 litres d'eau qui sont consommés. Donc faut savoir qu'auparavant c'était une chaudière uniquement au propane. Donc on a remis en ordre les choses de manière à ce que aujourd'hui le solaire fonctionne et leur donne à peu près 60% d'autonomie, mais ça pourrait être beaucoup mieux. Donc vous voyez que c'est très important de faire un bon prédimensionnement pour que on ait vraiment une bonne viabilité sur le système solaire. Voici un autre exemple d'application solaire dans le tourisme. Alors là c'est sur un plus petit camping, c'est un camping à la ferme à Vic-la-Gardiole. Alors il y a à peu près 12 emplacements pour ce sanitaire et l'installation solaire a été réalisée maintenant il y a au moins 25 ans, en 2000. Là vous avez un ballon de stockage de 500 litres et finalement nous suivons l'installation depuis presque 7 ans. Il n'y a quasiment pas eu de panne, il a fallu peut-être changer une fois la régulation. Et là vous avez en fait de mai à septembre là une couverture de 80 à 100% sur l'eau chaude sanitaire. En fait, il faut remarquer que vous avez un ballon de 500 litres, vous avez 8 mètres carrés, donc si vous faites le ratio, vous avez bien à peu près 62 litres
de stockage pour 1 mètre carré de capteur solaire, ce qui est très correct. Et donc vraiment là, il y a pleine satisfaction du propriétaire du camping. C'est une belle installation. Donc là, en acronyme, là on est en CESC 1, en chauffe-eau solaire collectif type 1, avec un ballon et un échangeur qui est intégré dans le ballon. En résumé, le respect des ratios, comme vous l'avez vu tout au long de la démonstration, est très importante pour avoir vraiment entre 40 et 60% de couverture solaire et de respecter le dimensionnement entre le volume de stockage et le mètre carré de capteur solaire, ce qui évite d'avoir donc ces fameuses surchauffes et l'installation produit toute la journée et tout le temps. Ensuite, réalisation de schémas répertoriés, des schémas qui sont réplicables, hein. C'est fini hein, les schémas anecdotiques. Hein. Aujourd'hui, grâce justement au site de référence d'Enerplan solairecollectif.fr, vous pouvez retrouver tous les outils gratuitement, les schémas et vraiment tous les conseils pour réaliser justement un projet de A à Z. Ensuite, il faut respecter ce qu'on appelle le suivi dynamique. Alors qu'est-ce que c'est le suivi dynamique? En fait, pendant 6 mois à 1 an, après la réception statique de l'installation, on va suivre par rapport au prédimensionnement et aux différentes consommations qui étaient prévues et aux productions de kilowattheures, voir si en réel on arrive à la même chose. Et de toute façon, vous avez possibilité donc de faire des rectifications et c'est ce qui aide justement l'installateur. Pendant 6 mois à 1 an, il peut avoir des rectifications sur l'installation au niveau des réglages de la régulation. Et ensuite, si possible, mettre en place un suivi à distance. Comme vous l'avez vu, c'est très important pour vraiment gagner en optimisation de l'installation. Alors, ce sont vraiment les clés pour une installation robuste. De plus, il faut savoir que sur 20 à 25 ans, on a une stabilité financière. Finalement, une fois que l'installation est en place, pour chaque kilowattheure, vous n'avez que quelques centimes qui sont répartis pour la maintenance justement en P2, système P2, et pour les quelques consommateurs électriques entre la régulation et la pompe. Donc vraiment on peut dire qu'aujourd'hui, si on s'avance sur les prix, on est quasiment autour de 7 à 12 centimes du kilowattheure solaire sur 25 ans. Et ensuite, si vous voulez un autre ratio de prix, on est autour de 1000 à 1200 € le mètre carré installé. Alors je vais vous parler d'un chaînon qui est indispensable dans ces projets. Bien sûr, c'est les techniciens solaires. Alors un technicien solaire, c'est vrai qu'il, comme un plombier chauffagiste, il va travailler dans la chaufferie, mais il a la particularité qu'il faut qu'il sache travailler en fait en hauteur. Donc il doit respecter le travail en hauteur, la sécurité, et aussi bien avoir des bonnes connaissances en couverture. Et de plus, connaître bien justement les schémas solaires et travailler sur la régulation et l'électronique. Alors, dans la filière solaire thermique, justement, depuis 5 à 6 ans, il existe maintenant des formations RGE Calisol collectif, hein, qui sont supérieures, en fait, si on pourrait dire, simplement au Calisol, au CESI, au chauffe-eau solaire individuel, hein, pour quelques mètres carrés de capteurs solaires. Là, on est sur du Calisol collectif. C'est une formation, alors vous l'avez aussi bien à l'INES ou au caustique, qui doit durer 4 jours et qui est vraiment approprié pour justement le technicien en solaire collectif. Alors, et en plus, ces formations et cette qualification va permettre aux maîtres d'ouvrage d'obtenir en fait des aides du fonds chaleur de l'ADEME. Alors pour info, avant ou après ces formations, moi-même, hein, je propose des ateliers solaires d'une demi-journée pour 6 personnes maximum, qui justement reprennent des études de cas, expertise, on reprend les ratios rapidement, les schémas, et on utilise aussi surtout le tableur de l'ADEME pour justement faire le suivi dynamique. Et j'ai une plateforme pédagogique qui regroupe un certain nombre de régulations solaires et aussi d'objets IoT, hein, Internet des objets. Et donc du coup, on peut faire des TP pour faire le tour d'horizon des différents moyens de suivi en solaire thermique.
Je vous remercie et n'hésitez pas à vous inscrire sur solarpro.com pour ces formations. À bientôt.